Aujourd'hui, le parti se porte, on va dire, relativement bien, parce que vous imaginez bien que pour installer, déployer un parti sur le terrain, ça demande beaucoup de ressources à la fois humaines, matérielles, logistiques. Mais on a bon espoir que d'ici, on va dire, 2-3 ans, les 10 régions, peut-être pas le Nozo, parce qu'il y a encore des conflits un peu latents là-bas, on va être installé dans les 8 régions. Aujourd'hui, sur les 8 régions en paix, on exclut le Nozo, nous sommes dans la Damawa, on est dans le littoral, nous sommes dans le Founi, dans le centre, on est à l'est et on est à l'ouest. Donc je pense que 5 régions sur 8, ça n'est pas mal, pour un parti qui est né il y a seulement 3 ans et demi. Et je pense qu'on va continuer à travailler. Et notre préoccupation majeure aujourd'hui, c'est qu'en 2026, on puisse avoir au moins 1 ou 2 mairies. Et faire mieux que pour les Rickinghead dès qu'il est sorti de prison. Donc c'est le challenge aujourd'hui. Bon, l'ILECAM a pris la décision qu'il croyait devoir prendre avec les égarements que vous avez découverts sur Internet, puisque j'ai cru voir que je n'étais pas... On voulait revenir là-dessus en 3 ans et demi, comme président du parti politique à part. Vous avez décidé de vous lancer pour la présidentielle. Vous avez déposé vos dossiers à la direction d'Elections Cameroun. Cependant, ce dossier n'a pas été retenu par ELECAM. Et les raisons avancées, évoquées notamment par ELECAM, je vais les citer, les motifs de rejet de votre candidature. On parle d'absence du certificat de versement du cautionnement. On parle d'absence de la liste des 300 signatures légalisées, puisque vous n'avez pas d'élu, sauf si vous prouvez le contraire. On parle d'absence de la déclaration sur l'honneur et absence de l'attestation d'inscription sur les listes électorales. Comment Célestin Diamène a pu déposer son dossier de candidature sans réunir des éléments aussi basiques comme la déclaration sur l'honneur ou encore l'attestation d'inscription sur les listes, sur une liste électorale? Exactement. Si vous avez pris un peu de temps pour me lire hier, parce que j'ai commis un démenti, une clarification à ce sujet-là, j'ai donc envoyé sur les gens qui m'avaient mis en cause par rapport à ces motifs d'ELECAM, j'ai fourni effectivement ma carte d'électeur, puisque l'article 117 alinéa 1 du code électoral dispose qu'il faut justifier de son inscription le jour du dépôt des dossiers. Ce que j'ai fait devant madame, la femme qui a reçu mon dossier. Et effectivement, je lui ai également remis ma déclaration sur l'honneur. Elle a coché. J'ai envoyé des copies, pas des copies, même l'original sur Facebook. Je pense que si vous consultez un peu ma page et puis celle de beaucoup d'influenceurs, ils ont été publiés pour mon droit de réponse. Donc, ELECAM, je ne sais pas s'ils ont pris des substances interdites pendant l'examen de mon dossier, mais ils ont carrément oublié qu'ils ont... vous aurez pu partir au Conseil constitutionnel. Oui, mais j'estimais qu'il y avait un élément quand même qui concernait les 300 parrainages. Parce qu'en vérité, j'ai eu 309 signatures. Mais le problème, c'est qu'ils ont un formulaire on doit remplir dans leur formulaire, qu'ils m'ont remis tardivement. J'avais les 309 signatures, mais ils n'ont pas été transcrits. Quand vous dites remettre tardivement, c'est... c'est-à-dire qu'il y a 16 pages, il faut inscrire, retranscrire toutes les signatures légalisées qui n'étaient pas sur ces documents qu'ils m'ont fournis tardivement. Donc, Est-ce que vous êtes le seul candidat à vous être retrouvé dans cette situation? Je ne sais pas s'il y a d'autres candidats qui ont eu ce motif-là, mais en tout cas, je parle de mon dossier que je connais bien. Donc, ELECAM, sur ces plans-là, ont agi de manière extrêmement amateur, de manière totalement légère, parce que ils ont reçu les documents dont je vous ai cité, en tout cas la déclaration sur l'honneur et ma justification de mon inscription sur la liste électorale. Je suis inscrit depuis 2012, depuis la première année, c'est-à-dire l'élection biométrique depuis 2012. J'ai inscrit des milliers de jeunes Camerounais. Mais est-ce que vous avez remis l'attestation? Parce que vous pouvez prouver que vous êtes inscrit, non, mais vous ne remettez pas. Aucune loi ne parle d'attestation. On parle de justifier qu'on est inscrit sur liste électorale. C'est-à-dire que c'est comme quand vous rentrez dans un bureau de vote, vous présentez votre CNI, on prend acte, ou bien votre carte électeur biométrique, on prend acte, voilà, que c'est bien vous. Normalement, une carte électeur biométrique, c'est les éléments biologiques. Mais il n'y a pas de lecteur de carte dans nos bureaux de vote. Mais c'est pour dire que quand on dit la loi dit justifier, vous rentrez dans un local, vous justifiez que c'est bien vous, Marie-Flore Massala. Et puis, on ne parle pas d'attestation dans la loi. Il faut bien lire l'article 117 du Code électoral. Il ne parle pas d'attestation. Ce mot n'existe pas. On parle de justifier qu'on est inscrit sur la liste électorale. Or, avec une carte d'électeur, ça veut dire que vous êtes inscrit.
Est-ce que vous avez au moins fait une copie, une photocopie de votre carte que vous avez laissée juste j'ai présenté ma carte d'identité, mon passeport, j'ai présenté ma carte d'électeur, j'ai présenté la déclaration sur l'honneur. Ils ont tout coché, hein. Ils ont tout coché, hein. Tout ça, c'est dans un PV qu'on vous remet à la fin, que j'ai à la maison, que j'ai envoyé sur Internet justement hier pour dire que je raconte pas des histoires. Donc je ne sais pas ce qu'il leur a pris pendant qu'ils examinaient mon dossier. Et puis... Et le certificat de versement du bon, là, comme je l'ai dit hier chez vos confrères de STV, je n'ai pas eu davantage envie, parce qu'il y a eu beaucoup de complications là-dessus, d'épiloguer sur ce sujet-là. J'ai préféré me concentrer maintenant sur ce qui nous préoccupe, nous, chez APAR le plus, c'est-à-dire les prochaines législatives et municipales. Bien entendu, pendant ce temps-là, il y a peut-être des candidats qu'on pourrait soutenir. Ça dépendra de ce que va décider les membres de notre comité exécutif, mais on a encore quelques jours pour le décider. Pour l'instant, ce qui nous préoccupe vraiment maintenant, c'est les législatives et les municipales dans moins d'un an. Parce que si le président de la République décide de ne pas proroger de 6 mois l'ancienne prorogation, ça veut donc dire que d'ici mars ou mai, il y aura élections municipales et législatives. Donc c'est vraiment très proche, quoi. On peut pas s'amuser avec ça. Nous sommes un jeune parti. Nous avons l'intention de frapper très fort pendant ces prochaines élections municipales et législatives. Donc c'est maintenant que ça commence. Il faut cibler les régions ou les circonscriptions dans lesquelles nous avons l'intention, comment dirais-je, d'investir des listes. Et ça, il faut se lever de bonne heure. C'est pas demain, la veille, qu'on va commencer à chercher à gauche, à droite, qui sont ceux qui vont être sur la liste des élections municipales et législatives. Mais là, vous accusez Elecam d'avoir... Ils n'ont pas enregistré, ils ont dit n'importe quoi. D'avoir pas enregistré, mais est-ce que vous pensez que si vous allez aux législatives et aux municipales, là, vos dossiers seront enregistrés? Évidemment, moi je suis ancien conseiller. Non, mais bien sûr, c'est toujours Elecam. Évidemment, pour les municipales, vous avez un dossier. C'est dans le code électoral, hein. Je veux dire que bon, là, on parle des élections présidentielles, mais pour les élections locales, c'est la même chose. Il y a des documents à fournir. C'est quasiment les mêmes, sauf que en ce qui concerne les élections locales, il n'y a pas, me semble-t-il, le versement de cautionnement, si j'ai bonne mémoire, parce qu'en vérité... Nous allons essayer de vérifier tout à l'heure. En tout cas, c'est 1 million, 50 000, 1 million pour les législatives, je crois, et puis 50 000 pour les... bon, c'est à peu près les mêmes documents qu'on demande, sauf que la date, la mise à jour, c'est les documents de moins de 3 mois en général. Donc vraiment à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Moi, je suis ancien conseiller municipal à Douala-Première, oui. Donc évidemment, j'ai passé de 2013 à 2020. Je suis allé en prison en 2019. On a été libéré 11 mois après. Je suis revenu siéger à Douala-Première. J'étais bien sûr, j'avais démissionné du SDI en 2018. Et en 2020, j'étais encore militant du MRC. Et puis, voilà, j'ai passé 7 ans à la mairie de Douala-Première, sans problème. Comment peuvent-ils dire que, alors qu'ils montent dans leur fichier, que je ne suis pas inscrit sur la liste électorale? Ça n'a aucun sens. C'est même une incongruité. Parce qu'ils sont censés avoir le fichier des inscrits. Ils toilettent tout le temps, ils font des révisions. Donc, ils ont quand même... Je ne suis pas totalement un inconnu. Donc, mais la raison principale pour laquelle vous avez refusé d'aller au Conseil constitutionnel, c'est laquelle? C'est qu'en vérité... Pourtant, si vous avez véritablement tous les éléments... Je pense que ce sont des institutions quand même assez politisées. Et que, pour moi, depuis la Cour suprême, qui est un peu l'ancêtre du Conseil constitutionnel dans ce domaine-là, il n'y a jamais eu des contentieux préélectoraux ou même post-électoraux favorables à l'opposition. Donc j'ai considéré que plutôt que d'aller perdre de l'énergie et des centaines de mille avec des avocats à avoir des résultats plus ou moins vides, c'était beaucoup mieux pour nous de nous concentrer sur les alliances s'il en fallait pendant cette campagne présidentielle, et puis beaucoup plus sur la venue des prochaines élections législatives et municipales. Donc pour moi, ce n'était pas absolument indispensable d'y être, parce que de toute façon, on sait que généralement, c'est irrecevable, rejeté, irrecevable. Donc en vérité, pour moi, ceux qui y sont d'ailleurs depuis hier, vous allez voir les résultats. Il n'y aura pas beaucoup, sauf à une ou deux exceptions près, il n'y aura pas de révolution. Parce que ce qu'a dit Elecam, ce sera, à mon avis, quasiment ce que va confirmer le Conseil constitutionnel. Donc pour moi, c'est un choix que j'ai fait et que nous avons fait à part. Nous pensons qu'il y a des priorités et donc c'est sur ça que nous nous concentrons aujourd'hui. Célestin N'Djamène, c'est vrai que les motifs de rejet diffèrent d'un candidat à un autre et le Conseil constitutionnel, en a enregistré 35 en 48 heures. On parle de rejet de candidature, on parle de pluralité d'investiture, on parle de pluralité de candidature. C'est très différent. D'ailleurs, on a eu droit à un cours là-dessus et pratiquement Emmanuel Coco. Mais selon vous, Célestin N'Djamène, à qui la faute?
Mais peut-être ça reviendrait à une espèce d'incompréhension parce que je pense que pour moi, sur ce point précis, les choses sont claires. Quand on parle d'investiture, c'est un acte politique en interne. Je dis qu'on est entre nous, on forme une association. Marie-Flore, Emmanuel Coco, moi-même, on peut décider d'investir une 4e personne. Oui. Ça, c'est en interne. On peut investir même 2-3 personnes en interne. Mais quand vous sortez de votre chapelle politique pour aller déposer le dossier à Elecam, là, on passe de l'investiture au dépôt de candidature par un parti politique. Ça veut donc dire que si au moment du dépôt, il y a plus d'une candidature, n'est-ce pas, investie pour un même parti, au nom du même parti, évidemment, la question qu'on doit se poser, c'est de savoir si Elecam a le devoir de se référer au MINAD pour savoir, effectivement, quelle lettre d'investiture il va retenir. Bon, si la loi ne dit pas que Elecam est obligé de se fier au MINAD, mais ils peuvent très bien dire que dans la confusion, enfin, dans le manque de clarté, ce n'est pas mon travail de rentrer dans les casseroles internes du parti pour savoir effectivement qui est le vrai président ou pas. On a le cas du Manidem. Est-ce que de Yebka Dieudonné, de M. Anissé Kane, qui est le vrai président, qui avait le droit d'écrire une lettre d'investiture, est-ce que c'est le travail d'Elecam? Bon, il se dit, ok, comme il y a 2 investitures pour un même parti, j'annule les 2. Je rejette les 2. Je veux dire, vous lisez l'article 121, linéa 2, dernier paragraphe, c'est ce qui est dit. C'est-à-dire que une entité ne peut investir qu'un candidat au nom d'un même parti. S'il y a plus d'un candidat pour un même parti, évidemment, Elecam est en droit de les rejeter. C'est ce qu'il a fait. Bon, maintenant, la comparaison avec le ADPC ne tient pas la route, puisque monsieur Léon Onana n'apporte pas la preuve qu'il a été investi par le comité central. On a vu Jean Coueté, qui est quand même un plénipotentiaire du RDPC, venir avec le dossier du président de la République, dont on supposerait que c'est le comité central qui a investi le président pour le bien, et qui lui ne souffre d'aucune contestation, puisqu'en vérité, dans leur texte du parti, il est le candidat naturel du RDPC. Non, en vérité, il n'y a pas de comparaison possible entre le cas du Manidem, où il y a 2 présidents, enfin 2 personnes qui s'estiment présidents, et 2 lettres d'investiture. Il ne s'agit pas de pour le cas de l'UPC. Parce qu'il y a l'UPC également. Oui, mais dans le cas du PC, il y a pareil, il y a M. Yam Timba, il y a Madame Abdourahmane, M. comment dirais-je, Baïbek, qui est investi par le même comité directeur apparemment, puisque Madame Abiba est présidente du même UPC que M. Bapolipo et que M. Balaguercode. Alors, s'il y a 3 candidats... Qui lui soutient plutôt à Keremouna. Là, c'est le soutien. Voilà. Oui, effectivement, c'est le soutien. Mais c'est le même parti. Parce que il y a, bien sûr, des UPC, il y a l'UPC Manidem, il y a le Manidem, et il y a l'UPC reconnu au MINAD à travers Bapolipa, mais le congrès de 2017 avait d'abord mis comme président M. Papindoumen, paix à son âme, et ensuite on a réélu Mme Babiba, qui reste la présidente de l'UPC, de la même UPC. Alors si le même parti fait 3 lettres d'investiture, évidemment il subirait le même sort que le Manidem. Ça me semble tout à fait logique, en droit. Et sur le plan du droit, justement, telle la question d'Emmanuel Coco, est-ce que le Conseil constitutionnel peut se déclarer compétent en se disant je ne rentre pas dans le fonctionnement des partis politiques? Ils peuvent très bien le dire, mais je pense qu'il est beaucoup plus sage d'attendre la décision du Conseil constitutionnel. Mais à mon humble avis, je pense que le Conseil constitutionnel va entériner la décision de l'Elecam. Parce qu'en vérité, et puis sur le plan moral, je pense que tout ce qui arrive à M. Camteau, il a bien cherché. Il a bien cherché. Parce qu'en vérité, tout ce que je pourrais considérer comme des malheurs, mais en fait, on ne peut pas se prévaloir de ses propres turpitudes, s'il n'y avait pas eu ce boycott. Pardonnez-moi d'insister, je l'avais dit il y a 5 ans, on m'a lynché, on m'a lavé, on m'a rincé. Les talibans m'ont lavé, rincé, étincelé, et tout, parce que j'avais osé dire la vérité. C'est une décision qui était... À cette époque, vous étiez au sein de cette J'étais encore militant. Ouais. Rappelez-vous, chez votre confrère Equinox à l'époque, Equinox Soir, pour pas le citer, mais je sais Loto, je l'avais dit, il y a des archives qui sont. C'était le même soir. C'était le même soir. Serge Alain m'appelle pour me dire, mais que lui-même ne comprenait pas ce qui se passait. Je dis, moi non plus. Il a dit, bon, dans ce cas-là, viens, on va en parler à l'émission du soir. Je suis venu, ma première réaction est de dire que cette décision, elle est suicidaire. Avec tout le respect que j'ai pour mon président, il n'est pas normal, alors que le MRC avait le vent en poupe, de prendre une telle décision. D'autant plus, sur le plan moral, que la veille, il nous avait dit qu'on devait en finir avec le RDPC. D'où vient-il que le lendemain, que la date de la clôture des listes, il décide unilatéralement
eh bien, qu'on n'ira pas aux élections. Alors que j'étais en train de checker les dossiers, puisque j'étais tête de liste au municipal pour mon parti à Douala-5e, et comment ça se fait? Comment ça se fait? Quelle est la raison? Quelle est la raison? Mais peut-être parce qu'il avait d'autres passerelles pour justement passer. D'aucuns disent que traverser ces barrières, oui. il y a d'autres hypothèses qui sont avancées, notamment celle de M. Jacques Blaise-Vier, qui a collaboré avec M. Séverin Tchonko à l'époque, qui a créé un canard, et qui disait que M. Camteau a pris 1,2 milliard. C'est ce qu'il a dit. Alors, n'a jamais prouvé. Voilà, ça n'a jamais été prouvé. Non, il a écrit dans sa une, oui, qu'il met au défi M. Camteau de lui porter plainte ou de démentir. Bon, peut-être que M. Camteau n'a pas voulu démentir pour des raisons qui sont personnelles, mais toujours dit qu'il a mis au défi le principal concerné de porter plainte. Ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, tout ce qui arrive là, c'est parce que il n'a pas cru devoir aller aux élections. Regardons en 2018, il avait un député, M. Lazare Swap, oui, père son âme, et une vingtaine de conseillers municipaux. Il n'y avait pas de problème. Mais de l'eau a coulé quand même sous le pont. Ça veut dire quoi? Célestin Djamène. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que les raisons évoquées par l'ancien président du MRC étaient des raisons qui tenaient la route véritablement? Selon le contexte de l'époque. Non, ça ne tenait pas parce qu'en vérité, je pense que quand vous regardez bien rétrospectivement, c'est le 12 octobre que M. Biya, 12 novembre 2019, que le pôle Biya convoque le corps électoral pour les législatives et municipales de 2020. Oui. On avait 15 jours pour investir 10 régions. Oui. Que fait M. Camteau? Il laisse passer 12 jours. Il nous convoque le 22. Tous à Oudja, alors que dans le littoral, on peut très bien faire des listes, nous aussi, et puis forwarder à Yaoundé. Mais il décide, de manière extrêmement mystérieuse, de nous convoquer tous les membres du directoire, dont je faisais partie, à Yaoundé pour investir des listes. On a déjà 12 jours derrière nous. Il nous reste 4 jours pour investir 10 régions. On a pu investir, je crois, 4 ou 5. L'extrême nord, le centre, l'ouest, le littoral, la Damawa, etc. Pas plus de 5 régions en tout cas. Mais même là, même s'il y avait des tracasseries administratives, c'est vrai, on a vu des préfets à Obala essayer de poser un petit peu des bâtons, mais ça ne remettait pas en cause qu'on avait suffisamment de moyens d'avoir et des élus pour les municipales et des sièges à l'Assemblée nationale. Je prends le cas du littoral. Franchement, vous savez que M. Camteau est sorti victorieux en 2018 face à Paul Biya dans la région du littoral, dont on avait le vent en poupe. C'est la raison pour laquelle je dis qu'au moins dans le Vouri, nous raflions toutes les mairies, ou quasiment toutes les mairies du Vouri. Sans compter au minimum une vingtaine de sièges qu'on pourrait avoir à l'Assemblée nationale. Pourquoi a-t-il refusé cela? Il a traité à l'époque, souvenez-vous, les gens qui sont allés aux élections de collabo, du régime, de tous les noms, y compris dans le Manilem, après qu'il court aujourd'hui. Donc il y a une incongruité notoire de sa part, et il est même allé, malheureusement, jusqu'à quitter le MRC. Lui-même n'avait pas imaginé dans ses pires schémas. Il n'avait pas pensé qu'il devait un jour, en tout cas à cette heure-ci, quitter le MRC. Voilà que cette fameuse stratégie que les moutons du MRC... on est poli. Non, mais attendez, parce qu'on peut pas. On est poli. Ils ont applaudi quand il a boycotté. Oui, mais ils ont applaudi quand ils n'ont pas boycotté. Oui, mais sur notre antenne, on respecte nos auditeurs. Nous respectons. Voilà. Mais je pense il y a des mots je pense que ceux qui se sentent un peu brebis ou moutons se sentent concernés. Non, monsieur Célestin. Non, c'est pour dire ceci. On ne peut pas à la fois applaudir le boycott et le non-boycott. Il y a un problème. D'autant plus que les arguments qui ont été exposés ne tenaient pas la route, puisque, rappelez-vous, à l'époque, on parlait de 2 conditions majeures pour revenir dans l'arène électorale, à savoir la fin de la guerre dans le Nozo et la réforme du code électoral. Ni l'un ni l'autre n'ont été satisfaites. Donc, qu'est-ce qui l'a donc poussé à revenir? C'est son droit, bien sûr, mais par rapport aux arguments qu'il a fait valoir avant, qu'est-ce qui l'a amené à revenir aux élections? Je vous rappelle qu'il a fait un meeting à Japoma, où il a dit en 2023 qu'avec ou sans code électoral, j'irai aux élections. Alors qu'il a dit le contraire 6 mois à l'avance. Ça n'a pas de sens, quoi. Vous voyez? Nous n'allons pas évoquer